Les sargasses vont-elles avoir raison du lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg? Plus d'une trentaine d'enseignants a fait jouer son droit de retrait. La communauté scolaire est choquée par l'inertie des autorités qui semblent se désintéresser de la santé des élèves et des personnels. Et dans ce flou de la gestion de cette crise des sargasses, la région tente d'éclairer le chemin. Elle a élaboré un plan d'action qui prévoit une collaboration avec les autres pays de la Caraïbe. Linda Kayarsi nous détaillera les mesures arrêtées hier par cette commission. Et les avocats ne décolèrent toujours pas. Les audiences ont été une nouvelle fois paralysées par le mouvement de grève générale. Le barreau envisage de ne pas plaider devant la présidente qui avait coupé le sifflet à Maître Ezelin lors du procès en appel du jeune Equinox. Et puis Bosco, Nutri, Local ou comment réinsérer des jeunes par l'agriculture. Ce matin, le centre Saint-Jean-Bosco a présenté ce projet dynamique qui ambitionne de redonner ses lettres de noblesse à la production locale et un avenir à la jeunesse guadeloupéenne. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Vous êtes nombreux à suivre l'actualité du groupe ATV. Le délibéré qui devait être prononcé aujourd'hui après un premier renvoi vient d'être reporté au 29 mai par le tribunal de Fort-de-France. Il faudra ainsi patienter encore une semaine pour être fixé définitivement sur le sort de notre antenne, mais aussi de celle de la Martinique et de la Guyane. Après les élèves, c'est au tour des enseignants du lycée de Petit-Bourg de se mobiliser. Depuis hier, ils exercent leur droit de retrait. Pour eux, les autorités doivent impérativement appliquer le principe de précaution concernant les émanations de gaz liées aux sargasses afin d'éviter toute crise sanitaire. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Après la mobilisation des lycéens en début de semaine, c'est au tour du corps enseignant d'exercer son droit de retrait, soutenu également par le syndicat SNES FSU. Puisqu'on a eu l'accompagnement des 10 Ségur, c'est de voir que dans telle situation, ce qu'on peut faire. Et ce que nous avons dit aux collègues et ils l'ont mis en place, c'est le droit de retrait. Hier, je peux dire qu'il y avait au moins 40 personnels qui étaient en droit de retrait. Droit de retrait, c'est quand on estime qu'il y a un danger immédiat et imminent. Mais comme la situation n'évoluait pas et que les politiques se renvoient la balle, nous on était dans une situation précise, on voulait des réponses précises, notamment sur le ramassage des algues. Le rectorat a par ailleurs mis en place un protocole de signalement au sein de l'établissement. Et il est ouvert à toute la population qui est au lycée, c'est-à-dire aussi bien les élèves que les personnels. Ce protocole, il est anonyme et la personne met son âge, les symptômes qu'il a et où il était, dans quelle salle, dans quel lieu il était. Les relevés de mardi après-midi, que mardi après-midi, je ne sais pas combien de personnes étaient présentes, 316 personnes ont signalé qu'ils avaient des symptômes. La communauté scolaire, c'est 1500 élèves, c'est 200 personnels. Donc quand il y a 316 personnes qui se signalent mardi après-midi, c'est énorme. Et après, on va nous dire qu'il n'y a pas de danger. En attendant d'avoir toutes les garanties concernant le respect de la santé de l'ensemble de la communauté scolaire, le collectif des personnels du lycée des droits de l'homme reste plus que jamais mobilisé. Et puis les conseillers régionaux ont délibéré hier sur la stratégie régionale qui sera mise en place pour lutter contre les algues brunes. Pour la première fois, il est question d'une collaboration avec les autres pays de la Caraïbe pour venir à bout de ce fléau. Le détail de ces mesures avec Linda Kayarsi. La région Guadeloupe entend bâtir une stratégie d'intervention sur le long terme, en accompagnement des actions des communes, des EPCI et en soutien au plan d'urgence local Sargasses, Pulsar, établi par l'État. Cette stratégie régionale s'articule autour de 3 grands axes. Mieux connaître le phénomène, faire face aux échouages et soutenir les collectivités de Guadeloupe, anticiper et mobiliser la Caraïbe en structurant une action internationale de lutte contre les sargasses. La collectivité s'est aussi engagée pour soutenir les opérations de nettoyage en dédiant une enveloppe budgétaire de 200 000 € destinée à cofinancer les opérations d'acquisition de matériel de collecte de sargasses par les collectivités de Guadeloupe au titre de l'année 2018 et une seconde enveloppe, toujours de 200 000 € destinée à cofinancer les opérations de collecte de sargasses par les collectivités de Guadeloupe au titre de l'année 2018. Enfin, la collectivité soutiendra le lancement d'un programme de recherche concerté et pluridisciplinaire qui prendrait la forme d'un appel à projet lancé avec des partenaires. Objectif, contribuer à une meilleure surveillance de la qualité de l'air et participer à l'évaluation de l'impact sanitaire, mais aussi rechercher des solutions de ramassage, d'épandage et de valorisation des algues sargasses.
Et la colère des avocats de la Guadeloupe ne désenfle pas. À l'issue de leur assemblée générale qui s'est tenue hier soir, ils ont décidé de poursuivre leur mobilisation. Ainsi, les audiences ont été une nouvelle fois paralysées. Jusqu'où ira cette mobilisation? Je vous propose d'écouter la réaction de maître Patrice Tacita, porte-parole du collectif de défense de la défense, interrogé par Anne-Elisabeth Artsen et par Moïse Dexter. Cet après-midi, nous aurons l'audience du tribunal correctionnel à Pointe-à-Pitre et nous aurons l'audience également à Bastel. Nous avons des audiences également au tribunal d'instance. Toutes ces audiences seront bloquées par les avocats. Elles ne pourront pas être prises, il n'y aura pas de plaidoirie d'avocat. Il n'y a qu'un avocat qui se hasardera à braver le mot d'ordre de grève générale. Donc les magistrats, là encore, auront une appréhension extrêmement forte du sentiment d'humiliation qui a pu être celui de M. Kesner et du sentiment que nos droits et attributions sont bafoués par un tel comportement de ce magistrat qui empêche un avocat de s'exprimer, de parler et qui ne sait pas débattre, qui s'en va, qui donne son dos. Par ailleurs, en ce qui concerne mardi, nous avons une week-end de Pentecôte. Mardi, les activités professionnelles reprennent et mardi, nous aurons une audience devant cette dame, magistrate à Basse-Terre, et le mot d'ordre est de concentrer les efforts mardi sur cette audience de façon à faire en sorte que nous soyons pris en nombre et que cette dame ne puisse pas être en situation de prendre son audience puisque nous refuserons de plaider devant elle. Alors s'il y a des gens qui n'ont pas d'avocat, eh bien, je lui suis avisera, mais en ce qui nous concerne, aucun avocat ne plaidera devant ce magistrat qui a précisément empêché aux avocats, non pas de parler, mais qui a empêché aux avocats d'être. Et puis au chapitre culture et insertion, l'association Métis Gwa vient de lancer un nouveau projet pour favoriser les arts de la danse et du cirque dans la Caraïbe. Un programme financé par Interreg qui rassemble des pays comme la Jamaïque ou encore Sainte-Lucie. Le premier comité de pilotage a eu lieu ce matin en présence d'Yvan Lemar. Le PACAM, le Passeport Caraïbe Amazonie Danse et Cirque, est un projet de coopération européenne Interreg-Caraïbes initié depuis 2014. Porté par l'association Métis Gwa, il a pour objectif de développer la filière artistique danse et cirque. PACAM, c'est cette volonté de développer cette filière en coopération avec des partenaires européens, puisque ce travail que nous avons initié en lien avec un réseau européen Caravane, nous allons aujourd'hui, à partir de maintenant, continuer à le développer avec l'Université Nnamdi College de Jamaïque, le Centre de développement chorégraphique national de Guyane, une association de Martinique, les Artichauts, le plus petit cirque du monde, notre partenaire depuis plusieurs années, et l'Alliance française de Sainte-Lucie. Comment structurer, comment former, quels outils mettre en place pour permettre une professionnalisation? Voici les principaux enjeux de ce passeport. On a introduit dans ce projet une étude d'ingénierie culturelle qui sera menée par le 3e pôle pour réfléchir, travailler ensemble. Nous avons des réalités particulières sur les territoires de la Caraïbe, mais par cette alliance entre territoires, c'est par la coopération, par la mutualisation qu'on peut espérer développer cette filière, faciliter la circulation des artistes entre les territoires, continuer à former, créer. Avec ce premier comité de pilotage du PACAM, un calendrier sera défini pour la mise en action de ce projet. En attendant, il est prévu en Guadeloupe la création d'œuvres de rencontres danse et cirque à la scène nationale en janvier 2019. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La deuxième journée de la lutte contre l'obésité menée par l'association Lagos. Et puis nous découvrirons le chantier d'insertion de Saint-Jean-Bosco qui est mis sur le potentiel de l'agriculture locale pour la jeunesse guadeloupéenne. Et parmi les secteurs qui offrent de réelles opportunités aux jeunes Guadeloupéens se trouve l'agriculture. L'association Saint-Jean-Bosco a d'ailleurs eu l'idée d'initier un chantier d'insertion dans ce sens, Bosco Nutri-Local, un projet dynamique qui était présenté ce matin à la presse. Karen Diamin, Patrick Curie. Bosco Nutri-Local, ou comment réhabiliter des terres agricoles en chantier d'insertion socio-professionnelle. La vocation, c'est d'abord d'insérer des personnes en difficulté, de les aider dans leur recherche d'emploi, de les accompagner vers un emploi stable et durable. Donc le support utilisé, c'est une mise en situation de travail dans le métier de l'agriculture. Donc on accompagne les gens pour qu'ils deviennent des ouvriers agricoles polyvalents. Sur ce site, 15 salariés ont bénéficié de cette insertion financée par les fonds européens. Oui, moi j'avais déjà travaillé dans l'agriculture un peu, pendant 6 mois. Et
et je connaissais un petit peu. Mais quand on m'a appelé ici, il y a des trucs que je ne savais pas, comme le purin, le paillage, certains trucs que j'ai au fur et à mesure que j'ai appris et qui m'ont servi aussi parce que j'ai un petit jardin chez moi aussi que je mets en pratique et voilà quoi. À long terme, ces parcelles revalorisées nourrissent de multiples objectifs. L'idée, c'est de faire des parcelles à vocation pédagogique pour présenter un petit peu le jardin créole et surtout le bien manger, les alicaments. Voilà, donc ici, on a valorisé ces parcelles à but de production, mais surtout à but démonstratif. Là, en ce moment, nous avons des pois, comme vous le constatez, nous avons des pois avec des radis chinois et des radis cerises. Là, en ce moment-là, on a un petit souci parce que si vous regardez bien juste à l'entrée là, juste devant vous là, vous verrez qu'il y en a qui sont malades et au fond, il y en a qui sont en pleine santé. Alors du coup, on a un problème, mais on travaille sur ça. On va faire un purin pour pouvoir traiter la terre. Démarré en novembre 2017, le chantier d'insertion Bosco Nutri-Local s'achèvera en décembre 2019. Et puis en Guyane, la gastronomie haïtienne est à l'honneur en ce moment dans le cadre des festivités liées à la fête du drapeau national de la Première République noire qui célèbre cette année ses 215 ans d'indépendance. Le reportage est signé Gaël Ouassim d'ATV Guyane. Le 18 mai 1804, la Première République noire entrait dans l'histoire en hissant son drapeau. 214 ans plus tard, la diaspora célèbre cette preuve d'indépendance gagnée dans la douleur en mettant en valeur ses mets les plus emblématiques. À la fête du drapeau haïtien, parce que comme c'est haïtien nous, bon, je dis à 18 mai, c'est un grand jour pour haïtien. Ça traite tellement content, les mois fêter fête drapeau. Je dis à nous faire fricasser des poulets, nous faire bœuf aux légumes, nous faire légumes haïtiens, nous faire lalo, nous faire du riz blanc. Nous faisons 10 riz collés à Dion, nous faisons 10 riz collés simples, nous faisons fricassé cabrit, nous faisons ragoût de bœuf, nous faisons lalo, nous faisons pickles, nous faisons banane pesée. En Guyane, c'est le consul d'Haïti qui organise ces festivités chaque année. Et c'est à Kourou, qui a dédié cette année 2018 à Haïti, que les célébrations prennent place en ce jour. C'est la fête du drapeau d'Haïti. 1804, que Haïti a été trouvé ses indépendances de la France, et symboliquement le bleu et rouge, symbolique le drapeau d'Haïti, le tricolore d'Haïti. Et chaque année, le consulat a organisé en quelque sorte soit culture, gastronomie et autres. Cette année, si vous voyez, il y a une diversité entre la culture, les peintres et la gastronomie pour faire une diversité. Essayer de trouver dans cette fête l'union, beaucoup plus de dynamique et puis un peu de respect mutuel. Respect mutuel envers les autres Haïtiens, Haïtiennes, envers les autres communautés, essayer de travailler pour l'avancement et l'épanouissement de la Guyane tout entière. Avec une centaine de convives attendus autour des tables, nul doute que la fête du drapeau devrait être goûteuse cette année. Et puis le plaisir alimentaire n'est pas incompatible avec une alimentation saine. Dans le cadre de ces journées contre l'obésité, l'association Lagos a d'ailleurs tenté de sensibiliser les populations du Sud-Bastère les plus touchées par les cas d'obésité, notamment infantile. Reportage Karen Diamin, Patrick Curie. Suite de la journée conventionnelle d'hier, mise en place d'activités en plein air. C'est la journée découverte en mouvement, c'est une journée de sensibilisation et prévention. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'ateliers avec la diététicienne de l'association qui démontre aux enfants où se trouve le sucre caché dans le petit déjeuner, dans les goûters industriels. On insiste beaucoup parce que les parents en achètent beaucoup. Et aussi, on retrouve aussi l'atelier avec l'IREPS qui mène aussi une bonne prévention et sensibilisation, mais aussi beaucoup d'activités physiques et sportives sur la place du Champ d'Arbeau. Les enfants bougent énormément à travers beaucoup d'activités encadrées par des professions de sport. Ainsi, 400 enfants ont été conviés à se dépenser. Objectif, prendre de nouvelles bonnes habitudes alimentaires. J'ai vu qu'il faut manger des légumes parce que tous les jours, pas manger beaucoup de sucre. Et voilà. J'ai fait des activités. On a été sur le truc gonflable, je sais pas comment on appelle ça. Puis après ça, on a joué à la balle. On a fait un petit cours de Zumba.
On a parlé de tout ce qui est alimentation pour avoir une alimentation saine. Je fais des activités sportives avec l'école, des jeux qu'on a inventés et des jeux gonflables. Le rendez-vous des 3e journées de l'obésité est prévu l'année prochaine dans la ville qui souhaitera l'accueillir. Et puis au chapitre culture, la 24e édition du FEMI s'est achevée mardi soir. Cette année, c'est une réalisatrice guyanaise qui a remporté le premier prix du court-métrage pour son film L'Histoire des Lions. Pour nous en parler ce soir, celui qui a coécrit justement ce court-métrage est avec nous ce soir. Mickez Faustin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je crois qu'elle n'est pas disponible ce soir, Marie-Sandrine Bakoul, mais vous avez travaillé avec elle sur ce court-métrage qui a été récompensé. Tout d'abord, quelle a été votre réaction en recevant ce prix? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir le premier prix du festival FEMI qui existe depuis de nombreuses années? Voilà, donc on vous remercie de l'accueil. On remercie aussi la Guadeloupe de nous avoir accueillis sur leur terre. C'est la 2e fois qu'on vient en Guadeloupe. Nous sommes venus il y a 2 ans pour présenter un premier film qui s'appelait 2030, qui traitait d'une histoire parallèle. Et que aujourd'hui, nous sommes venus pour présenter le film L'Histoire des Lions. Donc, de recevoir ce prix, c'est un aboutissement par rapport à un travail qui a été mené sur une courte durée, qui fait suite au mouvement de grève de mars 2017 en Guyane. Et nous avons voulu apporter notre contribution. Donc, nous sommes partis sur une histoire pour expliquer tout ça. On regarde d'ailleurs tout de suite un court extrait ensemble. D'accord. On regarde. C'est pourtant de votre histoire. De vos ancêtres qu'on parle. Cela devrait vous intéresser. Je m'en fous. Pardon? J'ai dit je m'en fous. Qu'est-ce que ça fait le nègre qu'avant des nègres m'ont parlé ça? Ah, mais parfois l'histoire est plus dure et plus cruelle que cela, Jessie. Je suis désolé, mais cela a vraiment existé. Moi, mes ancêtres étaient des résistants. Tes ancêtres, c'était pas des vagabonds? Des résistants, hein? Eh bien, moi, je sens que je ne vais pas résister longtemps à vous coller un avertissement si vous n'arrêtez pas d'affabuler. L'Histoire des Lions, c'est l'histoire de mettre en avant justement tous les résistants guyanais qui ont contribué à l'abolition de l'esclavage. Oui. Donc, nous avons voulu traiter du sujet autrement. Comme en Guadeloupe, vous avez Ignace d'Edgresse, nous, on n'avait pas de personnel qui se référençait. Donc, on avait pour habitude d'entendre que nous sommes des descendants d'esclaves. Alors qu'en faisant des recherches avec Madame Amani, nous avons découvert qu'il y avait une plénitude des héros noirs qui ont résisté à l'esclavage. Ils n'ont pas seulement fui, ils n'étaient pas seulement des nègres marrons, ils ont résisté, ils sont repartis, ils sont revenus libérer leurs frères. Donc on a voulu quand même, à travers le mouvement de mars 2017, notre contribution à ce mouvement-là. Le FEMI a permis l'émergence de nombreux talents. Je pense à Jean-Claude Barny, le réalisateur guadeloupéen, qui est maintenant très connu. À quelle carrière vous prédestinez-vous? Donc au départ, moi personnellement, je n'ai pas du tout destiné au cinéma. Donc avec Madame Bakoul, on travaille ensemble dans une association qui s'appelle Aethiopia, qui est une association culturelle qui s'occupe de faire la promotion du savoir, de la culture. Donc nous mettons en avant des héros, des référents noirs, des repères, on va dire, parce que dans cette société, on manque de repères et on veut s'identifier à quelqu'un. Et là maintenant, on a la possibilité de s'identifier à nos propres héros, à nos ancêtres, à nous. Mickez Faustin, vous allez clairement vers un cinéma engagé? Engagé, on va plus traiter de la réalité. Engagé dans le sens où l'histoire, on ne peut pas la réécrire. Les dates sont là. L'abolition de l'esclavage, en fait, les 170 ans. Ce n'est pas nous qui nous sommes engagés à créer la date. Donc Oui, c'est tombé à point nommé avec le phénomène des Black Panthers. Voilà. Donc on est tombé à point nommé, c'est comme on dit, on serait sorti 1 an plus tard, ça aurait été une copie de Black Panther. 1 an plus tôt, on est juste dans le bon timing. Donc ça ne s'arrête pas à l'Amérique ou l'Afrique, mais en Guyane aussi on a résisté, en Guadeloupe on a résisté, en Haïti on a résisté. Comme on fait le drapeau d'Haïti, comme on a vu dans le sujet, c'est aussi une manière pour nous d'être heureux de marquer ce genre. Quelque part, vous représentez un peu ce soir la jeunesse guyanaise. Que dit-elle aujourd'hui, quelques mois après, 1 an après les événements qui ont secoué le département? D'abord, comme nous l'avons dit pendant le mouvement, nous sommes déterminés à vraiment accomplir ce que nos ancêtres n'ont pas pu terminer. Donc, comme on parle de liberté, on est vraiment sur ce chemin-là de la liberté. Donc, on demande à tous les
toute la population de nous rejoindre, de toujours rester déterminés. Donc, comment est le climat en Guyane en ce moment? S'est-il apaisé ou au contraire, les esprits sont toujours aussi vifs? Donc, quand le mouvement a commencé, nous avons dit que c'est la première sommation. Donc là, on va passer à la deuxième phase du mouvement. Du combat? Oui. Et elle prendra quelle forme cette fois? Donc le but, c'est la liberté, c'est la paix. On n'est pas dans une lutte armée, on est plus dans une lutte consciente. Donc comme on disait, on est plus sur un travail de conscientisation, d'où le travail avec l'association. Même avant le mouvement, c'est pas du mouvement qu'est partie la conscientisation, c'est bien avant. Il y a des associations, il y a des poètes comme M. Elie Stephenson qui font un travail exceptionnel avec sa femme, Nora Stephenson, pour diffuser le savoir. Et ben nous, on reprend le flambeau, comme on dit, le flambeau de la liberté. Et comment vous pourriez décrire l'état d'esprit des jeunes, de la jeunesse guyanaise en ce moment? Donc la jeunesse, on dit que chez nous, la jeunesse est plus nombreuse que les anciens. La population, ben, la démographie est telle qu'elle. Donc on s'intéresse à cette partie de la population-là. On sait que c'est vers la jeunesse, c'est l'avenir, et que c'est à eux qu'on doit s'adresser directement pour pouvoir aboutir à notre mouvement. Une dernière question quand même, Mikez Festin. Les acteurs noirs évoquent souvent leur difficulté à trouver leur place dans le cinéma français. L'actrice Aïssa Maïga a récemment sorti un livre « Mon métier n'est pas d'être noir ». Quel regard portez-vous sur cette situation? Est-ce que ça vous interpelle et quelle est votre position sur ce sujet? Ça nous fait plaisir qu'elle ait osé écrire, qu'elles se sont réunies pour oser écrire ce film-là. On voit le résultat, qu'on en parle aujourd'hui. Elles sont montées sur les marches justement du Festival de Cannes. Sans oser, on ne peut pas. Ben, nous, pareil, nous avons osé de faire un film sans budget. Toute l'équipe du film a travaillé bénévolement. C'est le sujet qui a rassemblé tout le monde. Donc on peut s'en sortir sans avoir à compter sur les autres. Donc on a proclamé que voilà, que nous avons un combat avec l'association, c'est d'organiser l'indépendance de la Guyane. On n'est plus sur ce schéma-là. Donc quand on parlait d'engagement, on sait qu'on va vers ce chemin-là. Donc après, ne pas attendre que les autres nous le proclament, c'est à nous de proclamer. C'est comme pour l'abolition de l'esclavage, n'a pas été proclamé par Victor Schœlcher, mais par les résistants. Haïti, la Guadeloupe, tout le monde a ses référents. Merci en tout cas, Mikez Festin, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes co-scénariste du film L'Histoire des Lions, qui a reçu le premier prix du court-métrage de la 24e édition du FEMI. Est-ce que vous aimez le football? Également. Alors Didier Deschamps a publié hier, vous savez, la liste des 22 joueurs français sélectionnés pour la Coupe du Monde. Est-ce que sa liste plaît aux Guadeloupéens? Quel est leur avis? Karen Diamant et Patrick Curie leur ont posé la question. On écoute leur réponse. Merci. La liste, bon, on s'attendait à la plupart des joueurs, hein, mais bon, c'est dommage que Payet ne soit pas là. Il y a aussi des joueurs que moi je trouve moins bien qui ont leur place. Deschamps, je trouve, a une affinité particulière avec certains joueurs. La liste ne me plaît pas, moi personnellement. Je la trouve assez cohérente. Il y a des Guadeloupéens, donc c'est déjà très bien pour la Guadeloupe et l'image qu'on donne du sport guadeloupéen. Je pense qu'elle est équilibrée. Bon, il y a toujours des petites surprises. J'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés, et puis j'espère qu'on ira au bout et qu'on sera les premiers supporters de l'équipe de France en Guadeloupe. Le sélectionneur Didier Deschamps, il a fait avec les joueurs qu'il estime être les mieux en forme pour disputer ce mondial. Apparemment, il mise sur la jeunesse parce que l'équipe est assez jeune. En tant que supporter marseillais, il y a 3 Marseillais à l'équipe, donc ça me satisfait. Et mon regret, c'est que Payet, malheureusement, il passe à côté. C'est une très bonne liste. Je pense que le sélectionneur Didier Deschamps a eu la possibilité tout au long de la saison de jauger et évaluer les joueurs sur les différentes rencontres nationales et internationales. Je pense qu'il a fait un choix judicieux. Je pense que c'est un sélectionneur qui monte en puissance et a quand même donné la chance à pas mal de jeunes joueurs dans le groupe France. Il faut le noter. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Sainte-Anne, les coupures sont prévues chez vous demain soir à partir de 18h. Dimanche, les communes de Capesterre, Les Saintes et le centre-ville des Amumes seront concernées. Et puis ce week-end aussi, il y aura des coupures à Bemao tout au long de ce week-end à partir de 22h avec un retour à la normale le dimanche en fin de journée. Demain, l'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous à l'avenue de l'Europe à Saint-François à partir de 8h et ce
toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 18 mai. Nous l'avons vu ce soir, les enseignants du lycée de Petit-Bourg se sont également mobilisés. Depuis hier, ils exercent leur droit de retrait. Ils réclament l'application du principe de précaution concernant les émanations de gaz liées au sargasse afin d'éviter toute crise sanitaire. Et puis dans ce flou de la gestion de la crise des algues brunes, la région tente d'éclairer le chemin. Elle a élaboré un plan d'action. Il prévoit pour la première fois une collaboration avec les autres pays de la Caraïbe. Et les avocats ne décolèrent toujours pas. Les audiences ont été une nouvelle fois paralysées par le mouvement de grève générale. Le barreau a dans son viseur la présidente qui avait coupé le sifflet à Maître Ezelin lors du procès en appel du jeune Equinox. Et puis nous l'avons vu ce soir, découverte du programme Bosco Nutri Local ou comment réinsérer des jeunes par l'agriculture. Le centre Saint-Jean Bosco avait présenté ce projet dynamique, un chantier d'insertion qui ambitionne de redonner ses lettres de noblesse à la production locale et un avenir à la jeunesse guadeloupéenne. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous, on se retrouve lundi.